Parce qu'il y a toujours un envers du décor, aujourd'hui dans Réversible, Tommaso Buscetta, le traître de Cosa Nostra. Tommaso Buscetta. L'évocation de ce simple nom renvoie à l'un des plus grands bouleversements de l'histoire mafieuse italienne. Et pour cause, Buscetta a été l'un des premiers collaborateurs de justice et surtout celui qui, par ses révélations, nous a permis de comprendre le fonctionnement interne de la mafia sicilienne. Mais comment un homme qui a passé près de 40 ans de sa vie au service de Cosa Nostra en vient à délivrer ses plus précieux secrets ? Pour résoudre cette énigme, il nous faut remonter le temps et prendre en compte quelques éléments clés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie se lance dans une période de reconstruction, mais Cosa Nostra aussi. En effet, les 20 ans de fascisme qui viennent de prendre fin ont largement freiné les activités de la mafia. Pourquoi ? Parce que Mussolini ne pouvait pas supporter l'idée que d'autres que lui puissent avoir le contrôle, même localement. Les taux de criminalité du sud du pays l'avaient donc incité à faire intervenir le redoutable Cesare Mori, surnommé à juste titre le préfet de fer. Durant cette période, l'île a été soumise à des couvre-feux, à des arrestations massives et parfois arbitraires et à des procès expéditifs. Si les méthodes sont certes discutables, il en résulte un affaiblissement manifeste de l'organisation. Les années d'après-guerre sont donc marquées par cette reconstruction. L'histoire du jeune Tommaso commence ici, dans ce contexte, et de manière presque romanesque. Jugez par vous-même, nous sommes en 1946. Alors qu'il se promène dans les rues de Palerme, Tommaso, qui a 17 ans, surprend un voleur qui s'échappe à toutes jambes avec un sac fraîchement dérobé. Notre protagoniste s'élance à sa poursuite, s'empare du sac et le restitue à son propriétaire, qui n'est autre que Salvatore Filippone, un chef local de la famille de Portanuova. Impressionné par le geste du jeune homme et pressentant la loyauté dont il pourrait être capable, Filippone a une idée qui va radicalement changer la vie de Buscetta. Par un système proche de celui de la cooptation, le mafieux présente la candidature de son protégé aux autres hommes d'honneur de Cosa Nostra, qui la valident, faisant ainsi du jeune Tommaso un affilié de la famille Portanuova. Au cours des années qui suivent, Buscetta ne chôme pas. À tout juste 20 ans, il est déjà marié et père de 2 enfants, Benedetto et Antonio, dont nous reparlerons plus tard. En parallèle, il témoigne de réelles compétences dans la gestion des missions qui lui sont confiées, ce qui lui vaut de gravir progressivement les échelons en interne. Il commence sa carrière criminelle par la contrebande de cigarettes, domaine dans lequel, très vite, il excelle. Mais le début des années 60 est marqué par de violentes tensions au sein de l'organisation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première guerre de mafia. Dans les grandes lignes, elle oppose 3 clans palermitains, la famille La Barbera, la famille Greco et d'autres qui s'unissent autour des Giaccone. Ces violences atteignent leur paroxysme le 30 juin 1963. Ce jour-là, dans la périphérie de Palerme, une Alfa Romeo bourrée d'explosifs tue sauvagement 7 membres des forces de l'ordre. L'ironie de l'histoire est que cet attentat à la voiture piégée était destiné à Salvatore Greco, mais que la police a inspecté le véhicule avant lui. Cet événement tragique conduit à une vague d'arrestations qui, de fait, met un terme à cette guerre interne. Les clans palermitains s'accordent une trêve et, au même moment, Buscetta décide de quitter la Sicile. Il s'envole vers les États-Unis où il devient immédiatement un intermédiaire important dans le trafic de drogue auprès des clans italo-américains. À New York, Buscetta se montre tout aussi investi et inventif qu'il l'était en Sicile. C'est ce qui lui vaudra le surnom de boss des 2 mondes. D'ailleurs, en 1966, il ouvre même sa première pizzeria. Doit-on y voir là l'indice d'une reconversion ? Hélas, pas du tout. Au contraire, les enquêtes ont montré bien plus tard que Buscetta a été lié à la Pizza Connection, cette affaire qui éclate dans les années 80 lorsque les Américains découvrent que les mafieux se servaient de pizzeria pour blanchir l'argent du trafic d'héroïne. En Sicile, derrière Buscetta, on retrouve les mêmes noms, Gaetano Badalamenti et Michele Greco, entre autres. Si le premier échappe d'abord à une condamnation, Badalamenti finira par être arrêté en 1984 en Espagne avant d'être extradé vers les États-Unis pour purger une peine de 45 ans, qu'il n'aura pas le temps de faire puisqu'il meurt en 2004. Mais revenons-en à Buscetta et à cette interrogation fondamentale. Pourquoi a-t-il quitté la Sicile ?
En réalité, et ça peut paraître surprenant, Buscetta ne cadre pas avec l'environnement mafieux dans lequel il évolue. Sa première erreur est d'être un grand séducteur qui multiplie les conquêtes et les relations extra-conjugales, ce qui déplaît fortement aux autres mafieux. Parce que s'il y a bien une chose que le prétendu code d'honneur ne pardonne pas, c'est bien ça. Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas ici d'un respect particulier accordé aux épouses, mais plutôt le fait que l'adultère peut révéler des failles et mettre en danger l'organisation. Déjà, il entache l'honneur du mari, de la femme et de toute la parentèle associée, en créant de surcroît des soupçons sur la filiation et la remise en cause des alliances contractées par mariage. La famille est le noyau de la société mafieuse. L'ébranler revient à risquer bien plus qu'un divorce. Et l'organisation sicilienne a ses propres méthodes pour éviter que ce genre d'affaires ne vienne ternir l'image de moralité qu'elle s'est inventée, puisqu'elle s'arroge le droit de punir elle-même l'adultère. Cela évite que d'autres membres ne soient tentés d'y succomber, mais aussi que des scandales trop importants n'éveillent les soupçons des autorités. Cosa Nostra ne tient donc pas particulièrement au bonheur conjugal de ses affiliés, mais elle tient à ce que le mariage perdure, au moins en façade, surtout en façade. Mais Buscetta ne peut lutter contre sa nature de Don Juan. Au cours de sa vie, il se mariera même 3 fois, tout en continuant d'entretenir de nombreuses aventures parallèles. Cette facette de sa personnalité fait grincer des dents dans les plus hautes sphères de Cosa Nostra. Ceci dit, de son côté, Buscetta a lui aussi des choses à reprocher à l'organisation. Lui qui se montre, depuis ses débuts très appliqué et très rigoureux, se sent déstabilisé par les évolutions qu'il ressent en interne. Pour le dire autrement, Buscetta est très attaché à ce qu'il appelle lui-même l'ancienne mafia, c'est-à-dire une organisation certes très cruelle, mais structurée et, selon une morale qui peut nous échapper, juste. C'est-à-dire que la violence et même les meurtres entraient pour lui dans une forme de logique par rapport à une situation donnée. Mais Buscetta est trop lucide pour ne pas s'apercevoir que sa projection de Cosa Nostra ne colle pas avec le réel. La brutalité croissante du clan des Corleone, conduit par Totorina, impose un véritable régime de terreur. La mafia à l'ancienne de Buscetta est devenue une machine sanguinaire qui ne s'attaque pas uniquement à d'éventuels ennemis, mais à toute la société, sans distinction. Buscetta a déjà eu quelques démêlés avec la justice, mais en décembre 1968, le couperet tombe. Il est condamné par contumace en Italie pour un double homicide. De l'autre côté de l'Atlantique, il continue de mener ses activités, avec le plus de discrétion possible. Mais à la fin du mois d'août 1970, il est arrêté avec l'un de ses fils, Benedetto, par les autorités américaines. Benedetto est libéré sous caution. On lui reproche de vivre illégalement sur le territoire et d'utiliser un faux passeport mexicain. En revanche, pour Buscetta, la situation est un peu plus compliquée. Étant donné son pédigré, il est conduit dans un centre fédéral de haute sécurité, en attente de son extradition vers l'Italie. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, la demande n'arrive jamais. Et Buscetta est donc libéré après 6 mois de détention. Il comprend bien sûr que sa situation est devenue trop bancale et il n'est pas question de tenter le diable en restant aux États-Unis. Il s'enfuit donc immédiatement vers le Brésil où il s'installe. En très peu de temps, il y développe de nombreuses activités à côté de sa grande spécialité, le trafic d'héroïne. Buscetta joue le rôle d'intermédiaire pour la mafia italo-américaine de New York grâce à sa collaboration, installée depuis longtemps, avec Joe Bonanno, puis avec ses successeurs, et avec la mafia sicilienne, c'est-à-dire avec son clan d'origine, via Giuseppe Calò de la famille Portanuova. Le rôle de Buscetta est de permettre l'acheminement de la morphine base qui provient essentiellement de Turquie et d'Asie du Sud-Est. À ce moment-là, les laboratoires clandestins procèdent à une double opération. La première est l'acétylation, qui consiste à transformer la morphine base en héroïne base. Mais pour obtenir le produit fini, celui qui sera exporté et commercialisé, il faut recourir à la salification, qui consiste à ajouter de l'acide chlorhydrique pour aboutir à une poudre blanche injectable pure à 90%. Comme on s'en doute, ces manipulations conduisent à une forte consommation d'électricité et d'eau, sans compter les émanations chimiques qu'elles provoquent. C'est pourquoi les laboratoires clandestins siciliens sont souvent dissimulés dans les sous-sols des chantiers de construction autour de Palerme, dans une sorte de triangle d'or. Seulement, la chance tourne à nouveau et Buscetta a été arrêté en novembre 1972 au Brésil. Et là, les choses se présentent très mal pour lui.
Premier problème, le Brésil est sous dictature militaire depuis environ 8 ans, et l'un des objectifs affichés du régime est de réprimer le trafic de drogue. Second problème, quand Bouchetta est arrêté, sa culpabilité ne fait aucun doute puisqu'il a été dénoncé par son beau-père, le père de sa troisième épouse. En fait, l'homme s'était fait prendre quelques mois plus tôt et, sous la torture, il avait révélé l'identité de celui que les Brésiliens surnomment Dom Mazino, qui était donc Bouchetta. Le traitement qui lui est réservé est si brutal que l'extradition vers l'Italie se présente comme une bonne nouvelle. En effet, pendant 1 mois, et sans procès formel, Bouchetta a été torturé par la police politique du régime, qui a notamment employé une technique locale qu'on appelle la perche du perroquet. Cette appellation énigmatique, voire poétique, masque pourtant une pratique barbare qui provoque des douleurs atroces et mène parfois à l'asphyxie de la victime. On peut donc imaginer que l'incarcération de Bouchetta à la prison de Palerme, Luciardone, même sous régime de haute sécurité, doit lui sembler beaucoup moins désagréable. Toutefois, les dés sont jetés pour lui. Le prix de son retour en Italie est une peine à perpétuité pour le double meurtre de 1968. L'histoire aurait pu s'arrêter là. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais Tommaso Bouchetta n'a pas fini de nous surprendre. Après une tentative d'évasion manquée, il est transféré dans une autre prison, dans le Piémont, au nord de l'Italie. Est-ce que cela refroidit ses ardeurs ? Pas du tout. À 55 ans, en 1980, il parvient à obtenir une permission pour raison médicale. Et bien sûr, il ne revient jamais. Mais où va-t-il ? Évidemment, au Brésil. Outre qu'il ne se sent pas bien en Sicile, du fait des désaccords croissants avec les membres de son clan, la période n'est pas du tout propice à un retour aux sources. En effet, les tensions entre les Palermitains et les Corléonais ont repris de plus belle et tout s'embrasse pour de bon avec l'assassinat du chef mafieux de Palerme, Stefano Bontate, surnommé Le Faucon. S'ouvre ainsi la seconde guerre de mafia, la Matanza, qui est d'une violence inouïe. On estime aujourd'hui qu'entre 1981 et 1983, il y a eu environ 1000 morts. Cette approximation tient au fait que beaucoup ont simplement disparu, probablement dissous à l'acide ou jetés en mer par les Corléonais. Conduits par Totorina, ces derniers déciment le clan palermitain dont est issu Bouchetta. Les Corléonais font déferler une vague de brutalité sur la région et, malgré la distance, Bouchetta est dans le collimateur de ses ennemis. Ce qui le sauve à ce moment-là, c'est qu'il est difficile à atteindre, puisqu'il est en cavale quand même, et qu'il bénéficie d'appuis solides au Brésil. Et que fait Rina quand il comprend qu'il ne parviendra pas à éliminer Bouchetta ? Il s'en prend à sa famille, restée à Palerme, et c'est ainsi qu'en l'espace de quelques semaines, Bouchetta perd 12 membres de sa famille, dont ses 2 premiers fils, Benedetto et Antonio, qui ont d'abord été torturés, puis dissous à l'acide, mais aussi son gendre, son neveu, son frère. 12 personnes sont assassinées pour le punir d'avoir fui. Cette lourde période de la vie de Bouchetta se solde par une dernière déconvenue. En octobre 1983, il est de nouveau arrêté par la police fédérale brésilienne. C'est la fin de la cavale et très bientôt le début d'un bouleversement inédit. Bouchetta est incarcéré dans l'attente de son extradition, mais la procédure traîne en longueur, si bien qu'un magistrat spécialisé dans la lutte contre la mafia s'envole pour la capitale afin de rencontrer le détenu, espérant ainsi lui soutirer quelques informations sur ses liens avec la mafia. Ce magistrat, c'est Giovanni Falcone. Falcone travaille au sein du pool anti-mafia. Créé en 1979, c'est une petite équipe de 4 juges qui se partagent à la fois les enquêtes et les dossiers pour mieux appréhender la criminalité mafieuse à Palerme. Objectivement, il y a assez peu de chances pour que Falcone en apprenne beaucoup de la part de Bouchetta parce que, dans ce cas de figure, c'est-à-dire même quand ils sont coincés, les mafieux ont l'habitude de nier leur appartenance au crime organisé. D'ailleurs, cette stratégie va encore plus loin puisqu'ils vont jusqu'à nier l'existence même de l'organisation. Mais Bouchetta est à bout, il est acculé, sa famille se fait massacrer et le clan rival a pris le dessus. Peu avant l'arrivée de Falcone au Brésil, il tente même de se suicider. Et puis la rencontre a lieu, en juin 1984, et lorsque Falcone demande à Bouchetta ce qu'il sait de la mafia, celui-ci répond qu'il lui faudrait des heures pour en parler et qu'il est épuisé. Cette phrase met fin à l'entretien, mais ouvre une énorme brèche pour Falcone. Bouchetta n'a pas nié, et subtilement, en creux, il laisse aussi entendre qu'il est disposé à collaborer avec la justice. C'est presque inespéré pour Falcone qui saisit l'opportunité. Pendant les 2 mois qui suivent,
Tous les jours, plusieurs heures par jour, les deux hommes échangent. Pour la première fois de l'histoire de Cosa Nostra, l'un de ses membres relève les dessous de l'organisation. On découvre ainsi qu'elle est structurée de manière pyramidale et qu'au sommet siège une commission composée de 10 familles. Son rôle est de coordonner les activités criminelles, de régler les différends en interne et de fixer les règles communes à l'ensemble des clans siciliens. C'est une révélation majeure pour Falcone et son pool anti-mafia. Ils comprennent que toutes les affaires mafieuses sont liées et qu'il ne s'agit pas d'une myriade de clans, mais d'un phénomène d'ensemble, vaste et structuré. Et ça change complètement la donne. En plus, Buscetta précise comment s'agence la hiérarchie au sein de l'organisation. Il donne des détails sur les rituels d'initiation et il fournit les noms de 475 affiliés à Cosa Nostra. Tout ça, c'est le théorème Buscetta. Et tout ça a radicalement changé notre vision de la mafia et la manière de la combattre. En échange d'un placement sous protection, Buscetta divulgue alors tout ce qu'il sait. Pour autant, il ne se voit pas comme un repenti. En tout cas, pas au sens étymologique du terme. Buscetta ne se repent pas d'avoir appartenu à la mafia. Ce qu'il regrette, c'est qu'elle ait changé. En effet, il a toujours maintenu sa version. Il défend une sorte d'ancienne mafia qui, selon lui, correspondait à un système de valeurs qui s'est perdu. Ce sentiment, qu'il nourrit depuis longtemps, a atteint son sommet avec la mort de ses deux fils. Le fait est que la collaboration de Buscetta donne lieu à l'un des plus gros procès contre Cosa Nostra, le fameux Maxi-procès, qui s'est tenu de février 1986 à décembre 1987, soit durant presque 2 ans ou plus précisément pendant 638 jours d'audience. Le détail de ce procès retentissant et les nombreuses anecdotes qui le traversent mériteraient un récit approfondi, mais nous allons nous en tenir aux faits et aux chiffres. Retenons qu'il y a eu 360 condamnations, dont 19 peines à perpétuité, et mis bout à bout un total de 2665 années de prison. Après le procès, Buscetta, sa troisième épouse et leurs enfants partent vivre en exil aux États-Unis sous une autre identité grâce au programme de protection des témoins. Le risque de représailles est si grand que Buscetta a subi même une chirurgie esthétique pour modifier ses traits et une autre sur ses cordes vocales pour changer le son de sa voix. En 2000, Tommaso Buscetta, le traître de Cosa Nostra, meurt à 71 ans des suites d'un cancer, en Floride, à plus de 8500 km de la Sicile. En 2019, l'histoire de Buscetta a donné lieu à un film qui, sans surprise, est intitulé « Le traître ».